Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on dit souvent HPI ou surdoué. Eh bien, Ariel Ada, elle préfère simplement parler d'enfants ou d'adultes doués. Qui sont-ils? Comment vivent-ils leur singularité? On en parle avec elle dans le Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, toute cette semaine, on réveille notre culture générale en géographie sur le thème des montagnes. Question du jour. Dans les Alpes françaises, combien de glaciers ont disparu entre 1970 et 2010? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Xavier Bernier. Et puis enfin, comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste des chips aromatisés. Et autant vous dire que c'est pas l'idée du siècle, elle vous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Ariel Ada, bonjour. Bonjour. Vous êtes une des toutes premières psychologues. Vous êtes intéressée en France aux enfants doués et vous préciserez sans doute aux adultes doués dont on parle rarissimement. Vous exercez à Paris. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur les enfants et les adultes doués, parmi lesquels les adultes doués et la quête amoureuse. Et vous venez de publier chez Odile Jacob De l'enfant à l'adulte doué. Il y a un sous-titre, Construire sa personnalité. Je veux bien qu'on commence par le commencement. D'abord, vous parlez d'enfants doués et pas de surdoué ou de HPI. Il y a d'ailleurs dans une des chroniques, vous vous expliquez pourquoi vous vous méfiez notamment du terme HPI. Pourquoi vous n'aimez pas toutes ces surdoués, par exemple? Pourquoi vous n'aimez pas? Parce que ça inclut une idée de supériorité. Alors, les gens hésitent et se disent « mais je ne me sens pas supérieur », surtout les gens doués qui se sentent généralement nuls. Donc, je ne me sens pas supérieur. Alors, surdoué, ça veut dire que je suis mieux que les autres, je suis en dessous. Ça veut dire qu'il y a des sous-doués. Et Enfin, ça met une catégorie, ça place les gens dans une catégorie où ils seraient seuls, à part, différents des autres. Alors que doué, on est doué intellectuellement, mais on est doué aussi pour la musique, pour la danse, pour la peinture. On a différents dons. La première chose qu'on apprend en lisant votre livre, c'est qu'on peut avoir été un enfant doué et ne pas s'en être aperçu. Ou qu'autour de soi, on ne s'en soit pas aperçu. On le découvre a posteriori quand on est adulte. Oui, c'est très fréquent et c'est très pénible pour les adultes. Très pénible parce qu'ils ont l'impression d'être passés à côté de leur vie, d'être passés à côté de quelque chose. D'autant plus que souvent ils s'en aperçoivent à l'occasion d'un burn-out. Ils ont mal choisi ils ont été mal orientés, mal choisi leur voie, on ne les a pas compris, ils se retrouvent coincés dans un métier qui ne leur plaît pas, où ils sont frustrés, où on ne les comprend pas. Et à la longue, ça provoque un burn-out. Et à cette occasion, ils voient des psychiatres ou des coachs qui leur disent « mais peut-être que vous êtes doué ». Mais ils ont 50 ans, en général, quand ça arrive. À partir de quel type de questionnement, vous arrivez à tirer ce fil-là et à dire à un adulte, une adulte de 50 ans, mais en fait, vous étiez un enfant doué et simplement, on ne s'en est jamais rendu compte? Il y a les tests. C'est des tests. Comme pour les enfants, il faut se garder d'un diagnostic comme ça. D'abord parce que les tests ont plusieurs échelles et on peut être très très fort dans une échelle et pas fort du tout dans l'autre. Donc ça masque le don intellectuel. On peut être très fort en verbal et nul dans l'orientation dans l'espace, par exemple. Alors l'un occulte l'autre ou au contraire donne le change. Il y a des gens qui sont éblouissants au verbal, qui sont nuls ailleurs, surtout pour les enfants, et on dit mais il est intelligent, mais oui, mais avec des points qui doivent se travailler. Et donc ça, l'intérêt des tests, c'est de permettre. En fait, c'est pas, j'allais dire, c'est presque un spectre. Enfin, c'est comme. Voilà. Il y a des points forts, des points faibles. Ça. Et souvent, les points faibles empêchent de penser qu'ils sont intelligents, ou les points forts, s'ils sont trop forts, ils bloquent le reste et ils masquent le reste. Et les premières années de la scolarité sont très faciles. Donc ça ne se voit pas, ça se voit souvent au lycée. C'est au lycée, en seconde, qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. Parce que là, il faut être bon partout et qu'on n'arrive plus à masquer éventuellement les zones dans lesquelles on était moins doué. Et alors ça donne des dépressions terribles. Ça donne des dépressions. Alors en prépa, il y a des enfants dont on dit « Ah oui, il n'y a aucun problème », et en prépa, c'est l'effondrement. Et ça, c'est parce que le diagnostic n'a pas été fait de manière suffisamment fine, c'est ça? Ça n'a pas été... Oui, on n'a pas fait le tour de la question. Et par exemple, en maths, au début, c'est tellement facile qu'il n'y a pas de problème. Et puis tout d'un coup, ils ne comprennent plus rien. Alors en maths, c'est que la réponse apparaît très vite, sans qu'ils réfléchissent. Elle s'inscrit toute seule dans le cerveau. Le cerveau beaucoup de matheux, d'ailleurs, et de matheuses. Mais oui, mais ça marche même, mais pour nous.
ça peut marcher, mais jusqu'à un certain point. Alors moi, ça n'a jamais marché avec les maths, mais c'est pas grave. Mais la réponse peut s'inscrire, mais Ouais. on ne sait pas comment on y est arrivé. C'est ça. Et si on ne dit pas aux enfants les démarches, ils ne savent plus. Et alors là, c'est l'effondrement. Ils ont l'impression qu'ils sont devenus idiots, débiles, ils font une dépression, et c'est parti. Alors qu'arrive le moment où on doit effectivement être capable d'expliquer la démarche. On parle depuis le début de l'émission des doués. Alors c'est pratique à l'oral, parce que je ne suis pas obligé de mettre le « e » entre parenthèses Mais oui, ou de le préciser. Mais il faut quand même dire que les filles attirent beaucoup moins l'attention, les filles douées et ES. Oui, elles sont très conformistes, elles se coulent dans le moule, elles ont plus facilement des copines, elles sont plus souples. Donc, et c'est plus facile pour une fille d'avoir des copines que pour un garçon d'avoir des copains. D'ailleurs, les garçons... Mais ce qui veut dire aussi qu'on identifie moins. Alors, on les identifie moins. C'est ça. Alors maintenant, un peu plus. J'avais fait des études statistiques sur les gens que je vois. Au début, c'était quasiment 30 et 70. Enfin, je vous parle des années 70, 80. 30% de filles, 70% de garçons. Et puis, petit à petit, d'abord, il y a moins d'enfants. Les gens ont un enfant, donc ils s'y intéressent. Mais sinon, on disait, bah oui, le garçon, il faut s'en occuper. La fille, elle est pépère, elle pose pas de problème. Et la fille, elle était là dans son coin, sans poser de problème. Et si on la voyait quand même, elle était parfois même plus douée que le frère, plus homogène. Parmi les traits communs à de nombreux enfants et adultes, mais enfants notamment, doués, il en est un, alors j'imagine qu'il ne ressort pas spécialement dans les tests, ça c'est plus votre pratique qui vous l'apprend, c'est le souci d'harmonie. Vous dites que c'est un des piliers. Ce sont des enfants qui ont un souci d'harmonie. Ah, tout à fait, et les adultes aussi. Et c'est essentiel, parce que le souci d'harmonie, ça veut dire pas de dispute. C'est l'harmonie à tout point de vue. Ça peut être la symétrie, ça peut être admirer un beau paysage, avoir une sensibilité artistique, c'est aussi l'harmonie. Et aussi, c'est l'absence de dispute, l'absence de guerre, enfin l'injustice. Oui, ils sont hypersensibles au sentiment d'injustice, intolérants à l'injustice. À cause de l'harmonie. C'est-à-dire que toute chose qui rompt l'harmonie est insupportable à tous les niveaux. Et ils sont très sensibles à cette harmonie. Donc l'harmonie est vite rompue. Il y a un sujet dont on parle régulièrement sur School TV, vous l'imaginez, puisqu'on parle beaucoup d'éducation, c'est les doués. Ouais, ça y est, je m'étais promis de ne pas le faire. Les doués et l'école. Vous aurez un gage. Contrairement à ce qu'on disait il y a quelques années, on sait qu'ils ne sont pas spécialement plus en échec que les autres. Mais ça reste un passage délicat pour beaucoup d'entre eux. Alors, c'est un passage, ça dépend du caractère. C'est ça. Il y en a qui... Il n'y a pas de règle, en tout cas. Non. Il y en a qui ont envie de bien travailler, justement, peut-être à cause de ce souci d'harmonie, être un bon élève, pas d'histoire avec les parents, pas d'histoire avec les professeurs, tout roule. Ils ne travaillent pas, en fin de compte, mais ils ne sont pas rebelles. Donc, ils n'ont pas besoin de travailler, ils ne sont pas rebelles. Alors, l'échec scolaire peut arriver, comme j'expliquais pour les maths. Ça arrive tard. Et il y en a qui ont des troubles comme d'autres, la dysorthographie, dyscalculie, tout ce que vous voulez. Mais eux, on s'en aperçoit plus tard, parce qu'ils ont réussi à compenser. Et les doués qui s'ennuient ? Alors oui, les doués qui s'ennuient, tout dépend de la maîtresse, tout dépend de l'école. Il y a des classes, on leur dit, écoute, prends un livre. Alors ils prennent un livre, ils sont tranquilles. Et puis, il faut les nourrir autrement. Ils s'ennuient parce que ce n'est pas assez approfondi. Ils voudraient en savoir plus. C'est trop superficiel. L'enseignement est trop superficiel pour eux. Alors, il vaut mieux qu'ils soient dans des écoles où on les comprend. S'ils sont compris, ça va. On va revenir sur ces questions d'harmonie, sur les relations sociales notamment, vous les avez un peu évoquées, Ariel Ada, on le fera juste après l'anti-sèche, de l'adulte à l'enfant doué, construire sa personnalité. C'est en fait une série de chroniques que vous avez publiées sur le site internet Le Journal des femmes. Du Journal des femmes, et que vous avez réécrite et réaménagée pour en faire cet ouvrage. On vous retrouve juste après l'anti-sèche. Pour le moment, on révise notre géographie. Dans l'Anti-Sèche, on révise notre culture géographique cette semaine sur le thème des montagnes. La question du jour était dans les Alpes françaises. Combien de glaciers ont disparu entre 1970 et 2010 ? Xavier Bernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à Sorbonne Université, co-auteur de l'Atlas des montagnes qui vient de sortir. Alors je dis qu'il vient de sortir, c'est la deuxième édition. Donc en plus, c'est un atlas de référence. Et cette deuxième édition vient de sortir, c'est aux éditions Autrement. Alors, combien de glaciers ont disparu entre 70 et 2010 ? Je ne sais pas si vous avez appelé votre bouquin par cœur, mais moi j'ai le chiffre sous les yeux. Alors,
Un peu plus d'une centaine. C'est ça, 115 je crois, c'est ce que vous écrivez. Voilà, dans cette période-là. C'est vrai que à la fois le nombre des glaciers, leur étendue, est un indicateur qui est assez frappant, dont les médias se saisissent volontiers. Il y en a d'autres, avec la disparition des espèces aussi. Il faut savoir que des glaciers, il n'y en a pas uniquement en montagne. Mais que les montagnes sont une espèce de caisse de résonance par rapport au changement global. Et le retrait de glaciers dont certains participent à l'imaginaire soit national, la mer de glace pour Chamonix, voilà, bien sûr, soit des glaciers imposants à l'échelle du monde qui vont avoir tendance à reculer, voire à disparaître, parce que ce recul, il est général. Il peut y avoir localement quelques glaciers qui avancent, qui progressent, mais c'est lié à des conditions très locales, donc qui ne sont pas liées à un argument qui permettrait de dire le réchauffement climatique n'affecte pas tous les glaciers. Ce sont des éléments locaux. Ce qui est frappant en vous lisant, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous citez aussi l'exemple du Kilimandjaro, où l'espace englacé a diminué de 85% entre 1912 et 2007. Donc on ne parle pas du tout d'un phénomène récent. Non, c'est un phénomène qui est assez ancien, en effet. Il faut savoir que les glaciers fluctuent, ils peuvent s'étendre, ils peuvent reculer. Ceci étant dit, ce qui est assez frappant dans la période récente, c'est l'accélération de ce processus-là, qui est très rapide, qui dépasse même souvent les projections récentes qu'on peut faire. C'est un phénomène qui va crescendo. Et tout ça a plein d'impact sur les montagnes, puisque la géographie s'intéresse aussi, il y a la géographie humaine, et pas seulement la géographie physique aux gens, les métiers notamment qui évoluent considérablement, les cultures. Tout à fait. Si on parle de protection au sens global, c'était assez intéressant de noter, on l'a pointé dans cet atlas, que dans tous les pays du monde, quand on a fait des espaces protégés, des parcs nationaux, des parcs régionaux, on les a d'abord fait en montagne. Le premier au monde, c'était Yellowstone, aux États-Unis. En France, le parc de la Vanoise, donc en Savoie. D'accord, il y en a plein. Exactement, c'est vrai que les premiers qui viennent sont exactement. Alors, il y a là, d'une part, la volonté de protéger des espaces que les sociétés vont juger emblématiques. Il y a aussi souvent, disons-le, le fait que ce sont des espaces moins habités, et où donc l'aspect conflictuel, quand on veut installer un espace protégé, va être moins important. Mais c'est assez intéressant de voir comment socialement on conçoit la montagne comme un espace qu'il faut protéger, un peu comme relevant d'un patrimoine, quelle que soit l'échelle à laquelle on se situe. Alors, encore d'un tout petit mot, mais j'allais presque dire en termes de communication politique, vous citiez la mer de glace, mais c'est vrai que les images de Pierraille aujourd'hui et de cet escalier qui descend et qui était totalement englacé il y a encore une dizaine d'années, montrent bien l'accélération. On prétend dire que ça a été à l'origine de quelques prises de conscience, y compris présidentielles, sur le sujet. Et effectivement, ces lieux emblématiques, ils ont une valeur forte dans les représentations collectives qu'on peut avoir de la fragilité de la montagne. Alors, un petit aspect anecdotique mais intéressant, le fait que les glaciers reculent, ça change considérablement la pratique de l'alpinisme. Ça va rendre plus difficile... Ça change certaines voies qui se ferment. Exactement. Certaines courses vont être beaucoup plus difficiles. Par exemple, la Damparaché en Savoie, qui est une ascension qui était relativement facile quand il y avait de la glace, je dis bien relativement, elle est devenue très très ardue aujourd'hui du fait de ce retrait. Donc les impacts sont tout à fait nombreux et importants. Merci beaucoup Xavier Bernier. Je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, ça c'est le chapitre « Les montagnes dans le changement global », mais il y en a plein des chapitres tout aussi passionnants les uns que les autres, formidablement cartographiés par Alexandre Nicolas, et les textes sont co-signés Xavier Bernier et Christophe Gauchon, votre collègue professeur à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. On se retrouve demain, Xavier, pour une dernière session de géo, pour cette semaine en tout cas. Quelle particularité, c'est une facile pour la fin de la semaine, quelle particularité présente le mont Rushmore dans le Dakota du Sud aux États-Unis? Rendez-vous demain. Pour l'instant, grand oral, la suite. Ariel Hada, si on revient à l'école, c'est aussi le lieu, et c'est très important pour les enfants et les adolescents, c'est aussi le lieu où on construit ces relations sociales. Vous disiez il y a quelques instants, elles sont plus difficiles à cause de ces affaires d'harmonie, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une difficulté à se faire de vrais amis, les doués?
Ils ont énormément de difficultés. Il y a un décalage, surtout dans les petites classes, en maternelle. En maternelle, les enfants doués qui ont 3 ans parlent comme vous et moi. Ils parlent très bien. Et ils sont avec des enfants qui ne parlent pas. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange. Et eux, ils sont étonnés. Parce qu'avec les grandes personnes, ça marche. Ils posent des questions, on leur répond. Tandis que là, ils sont avec des enfants avec qui il n'y a pas d'échange, pas de dialogue. Et pour eux, c'est incompréhensible. Vraiment, ils basculent. Là, j'ai écrit quand ils ont des nounous qui les chouchoutent, et tout d'un coup, ils basculent en maternelle. Alors, il n'y a plus un nounou qui chouchoute, et en plus, ils basculent. C'est tombé en enfer. Et là, ça peut poser des problèmes assez significatifs. Alors, ils ne veulent plus aller à l'école. C'est ça, voilà. L'adolescence, période difficile. Même quand on n'est pas spécialement doué, mais pour les doués, là encore, les choses vont être plus intenses. En fait, souvent, quand on vous lit, on se dit ça, c'est-à-dire qu'on se dit, ils traversent finalement exactement les mêmes choses que les pas doués, mais avec plus d'intensité. Il y a énormément d'intensité et il y a cette sensibilité qui fait qu'ils ressentent plus fort les choses. Et à l'adolescence, le décalage est plus grand. J'ai une chronique sur les filles adolescentes parce qu'elles lisent. Elles sont attirées par la culture, par tout ce qui est connaissance. Et les copines, c'est le maquillage, c'est les séries télé, c'est les garçons. Alors oui, les garçons, d'accord, mais enfin, il faut qu'ils soient intelligents, il ne faut pas exagérer. Le maquillage, oui, mais enfin, c'est pas le but de la vie. Les séries, ça ne les intéresse pas tellement. Et là, le décalage est très très fort. On peut avoir des maquilleuses qui vont beaucoup au théâtre, on en a une dans l'émission, et au cinéma. On peut faire les deux à la fois. Les enfants doués ont une forme, dites-vous, de naïveté. Ils sont très sensibles à l'injustice, mais ça veut dire qu'ils ont aussi du mal à se faire des amis. Les parents ont un rôle à jouer là-dessus. Mais lequel ? Parce qu'on ne va pas choisir les... Comprendre, ouais. Comprendre. Dire aux enfants, tu dois avoir des amis... Les coller dans des colonies de vacances catastrophiques sous prétexte qu'ils vont se faire des amis, ça ne va pas. Ils ne peuvent avoir comme amis que des enfants comme eux. C'est ce que, le livre sur les relations amoureuses, j'explique que comme partenaire, on doit être dans la même partie de la courbe, on doit avoir le même fonctionnement intellectuel, le même mode de fonctionnement. Et c'est pareil pour les enfants. Sinon, il y a des pervers qui profitent de la sensibilité des enfants doués. Ils comprennent pas, ils sont harcelés. On parle de harcèlement. C'est ce que vous dites alors, qu'ils sont plus sujets au harcèlement et sujettes au harcèlement. C'est les enfants doués qui sont harcelés. Parce qu'ils ne voient pas venir le truc. Parce qu'ils travaillent bien. Ouais. Alors, oui, c'est ça les désigne, c'est des cibles, ok. Ça suscite la jalousie. Et en même temps, ils ne voient rien venir parce qu'eux sont incapables. Alors, ils cherchent pourquoi on les harcèle. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sentent coupables. Ils ont fait quelque chose qui n'allait pas. Et ça bascule. Après, ils n'arrivent plus à se remettre. Alors, il y a d'un côté les pervers qui font leurs premières armes de pervers. Et de l'autre côté, les enfants doués qui ne comprennent pas ce qui arrive. Et qui sont victimes de ces... Ils sont victimes. Et comme l'école, malheureusement, n'intervient pas toujours au bon moment. Il y en a qui interviennent très vite, qui remettent de l'ordre, et là ça va. Mais ceux qui n'interviennent pas tout de suite, qui l'ont pas vu, pas cru... vous dites les choses poliment, parce qu'on a déjà eu à votre place sur le plateau des témoignages qui étaient assez rugueux sur le sujet du harcèlement. Oui, mais je reste... Je vois, vous restez extrêmement modéré. Les inscrire par exemple dans des colonies avec des enfants comme eux, ça vous venez de le dire, mais est-ce que par exemple on les inscrit, est-ce que c'est une bonne idée ? Ça a été la mode à un moment de les mettre dans des classes spécifiques, de les regrouper. Les gens regrettaient d'ailleurs le peu de propositions. Je crois que Jean-Charles Terrassi en avait créé une il y a très longtemps d'ailleurs dans le sud de la France. Les écoles spéciales. C'était le premier à se pencher sur les enfants doués et qui a écrit un livre. C'est ça. On était très proches l'un de l'autre. Parce que lui dans le sud, moi dans le midi. Au début, on se partageait la France, la Loire. En gros, moi je voyais ceux du nord et lui voyait ceux du sud. Mais alors lui, il voulait des classes spéciales. Il avait créé une école spéciale. C'est une bonne idée ou pas d'isoler ces enfants doués ? Ils sont pas isolés. Il y a eu ça. Il y a eu le collège du Cèdre au Vésinet, qui est un collège public, et les enfants étaient reçus sur test, mais c'était local. C'est une bonne idée, dans ce sens qu'ils font d'autres activités avec des enfants, et le sport, le dessin, enfin tout ce qui est création, tout ça, ils le font avec les autres. Mais c'est un bonheur pour les professeurs, parce que ça va vite. Ils peuvent aller plus loin. Seulement, il faut être réaliste. En France ou n'importe où, on ne peut pas mettre des écoles partout. Les parents ne vont pas faire 100 km. À Nice, pour cette école de Nice, il y avait des parents qui accompagnaient leurs enfants. Oui, alors il y avait des familles d'accueil. Mais enfin, un jeune enfant séparé de sa famille, ça ne va pas non plus. Il y a des écoles encore qui ont des classes pour enfants doués.
mais on ne peut pas le multiplier. Donc l'idéal, au fond, c'est quand même que les enseignantes et les enseignants soient formés à la fois à les identifier, à les nourrir intellectuellement, à les comprendre et à faire en sorte que tout soit bien, et qu'ils s'intègrent malgré tout dans une société. Parce que même s'ils fréquentent, même s'ils se marient avec d'autres doués, autour, il y a... écoutez, s'ils font de bonnes études, voilà. S'ils font de bonnes études, ils sont avec des gens qui ont le même niveau d'études et qui sont en principe doués. Leurs amis seront forcément doués. Donc ça se passera un peu moins mal. On se crée son univers quand même. Une des raisons pour lesquelles, expliquez-vous, leur rapport à l'école est si délicat, c'est qu'ils ont du mal avec le travail, parce qu'ils ont du mal avec les apprentissages lents. Oui, j'écris pas exactement ça. Alors, si je vous cite exactement, j'ai recopié. S'ils refusent les activités qui nécessitent un lent apprentissage, c'est qu'ils ne connaissent pas cette notion. Ah oui, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas la notion d'effort, la notion d'effort au long cours. C'est ça. Il faut que ça soit tout de suite. Si c'est un effort, par exemple, ils refusent, ils sont doués pour la musique, mais ils arrêtent très vite de jouer du piano ou n'importe quel instrument, mais c'est souvent le piano, parce que ça demande un apprentissage très long, très, très répétitif. Et ce qui est lent et répétitif, ils veulent que ça soit tout de suite parce qu'ils ont l'esprit rapide et ils pensent que tout et que les premiers apprentissages, l'apprentissage de la lecture, du calcul, ça a été très très vite. Donc ils veulent que tout soit comme ça. Et quand c'est l'exercice plusieurs fois répété, l'effort constant, que les progrès sont lents parce que en piano par exemple, les progrès sont forcément lents. Alors ça, ils ne supportent pas. Et ils ont tendance à se décourager, ils ne veulent plus. Ils ont aussi tendance à dramatiser ces enfants doués des situations qui ne le méritent pas. Parfois, ils vont fixer sur quelque chose, c'est la fin du monde. Et là, quand on est adulte ou parent autour d'eux, il faut être capable de leur dire « respire ». Ah oui, ils dramatisent. C'est-à-dire que si on leur refuse quelque chose, un caprice, ça veut dire qu'on ne les aime plus, ça veut dire qu'ils vont être à la rue, ça veut dire qu'on va les mettre dehors. Mais ça, tous les enfants. Ah non, parce que eux, c'est cataclysmique. D'accord. Là encore, c'est l'ampleur que ça prend. C'est la fin du monde. C'est la fin. Non, les autres, ils sont frustrés, ils piquent des colères, la toute-puissance qui n'est pas reconnue. Mais pour eux, on bascule dans l'horreur. On va dans un endroit qu'on ne connaît pas. C'est tout juste si on ne va pas en expédition sur la Lune ou dans un désert. Et ils envisagent, ils ont une imagination catastrophique, tournée vers la catastrophe. Et ils envisagent toutes les catastrophes qui peuvent arriver, ce qui donne des scénarios magnifiques pour des auteurs comme Stephen King. Mais ce qui, dans la vie quotidienne d'un parent, est moins évident. Je reviens à une question que je vous posais au tout début sur la manière dont on les qualifie. Donc doué plutôt que surdoué ou que HPI. Vous n'aimez pas HPI non plus parce qu'il y a de potentiel, c'est quelque chose qui va arriver, qui est une obligation et que c'est un petit peu pesant. Mais même un mot comme atypique, par exemple, vous vous en méfiez. En tout cas, ne le leur dites pas. Oui, je dis qu'il y a des enfants à qui on a dit qu'ils étaient atypiques et qui explosent. Parce que atypique, ça veut dire qu'ils ne sont pas comme tout le monde, ça veut dire qu'ils sont fous, quoi. Pour eux, atypique, ça veut dire qu'on ne peut les mettre dans aucune catégorie. Ils seront malheureux toute leur vie, ils seront à part toute leur vie. Ça n'est pas... C'est négatif. On ne doit jamais dire de choses négatives. Donc on fait quoi? On ne dit pas atypique, on dit tu as le cerveau qui fonctionne très vite, très bien. Mais il y a aussi des choses où les autres, parfois, ils sont malhabiles, maladroits physiquement. Tu vois, il y a des domaines où les autres réussissent mieux. Et chacun a sa partie. Toi, tu as le cerveau qui va vite, tu as plein d'idées, c'est magnifique, tu feras des choses merveilleuses dans la vie parce que tu es vraiment doué. Et pour ça, tu vas avoir une vie très intéressante. Et voilà ce qu'on leur dit. On ne leur donne pas de chiffres. On leur explique qu'il faut... D'ailleurs, il y en a peu dans le bouquin. Hein. Et oui, on ne donne pas de chiffres. C'est pas votre truc. Ouais, c'est on ne ça. donne pas de chiffres, on ne donne pas les acronymes, je déteste. Parce que ça peut être n'importe quoi, on peut les détourner. Ce qui rend le livre aussi très plaisant à lire. Je ne vous le cache pas. Oui, je lis très... J'aime beaucoup les livres avec plein de chiffres, continuez à en écrire. Mais là, en l'espèce, c'est très sympa. Bah oui, c'est écrit pour les gens. Les acronymes, c'est réducteur. C'est forcément réducteur. Ariel Ada, de l'enfant doué à l'adulte doué, construire sa personnalité, c'est le titre. C'est une série de chroniques qui ont été réécrites, actualisées aussi, j'imagine. Certaines devaient dater un petit peu. Oui. Dans le Journal des femmes, c'est votre nouvel ouvrage. Vous êtes psychologue. Merci mille fois de nous avoir accompagnés dans la quotidienne et de nous avoir éclairés sur ces enfants et adultes doués. J'ai eu qu'un gage, vous avez noté? Oui, c'est vrai, bravo. Je dis qu'une fois. Bravo. Moi, je suis assez doué, il faut dire. Non, je rigole. Merci à vous de cet accueil. Merci beaucoup. Mais restez, si vous le voulez bien avec nous, on va passer du côté de la cantine maintenant, puisque comme chaque semaine, nous avons rendez-vous avec Sandra Ferreira. Et Sandra Ferreira, sur son plateau repas, aujourd'hui, il y a des chips aromatisés.
Et sur le plateau repas de Sandra Ferreira, aujourd'hui, des chips et des chips aromatisés. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Moi, je suis sûr que, diététicienne comme vous êtes, vous allez quand même nous mettre un petit peu en garde contre ces chips aromatisées. Elles ont la réputation déjà, sans l'être aromatisées, d'être trop grasses, trop sucrées. En quoi le fait d'être aromatisé complique encore le problème? Alors, trop grasse, trop salé, je vous reprends, vous avez dit sucré, mais c'est trop grasse, trop salé, effectivement. Alors, déjà, sachez qu'un quart des chips en vente sont aromatisées et parmi elles, vous verrez, souvent elles affichent une saveur viande. Oui. Alors j'ai trouvé des poulets rôtis, des barbecues, des bolognaises, des cheeseburgers, des chips au rôti braisé, merguez grillé, bacon fumé, chorizo, côte de bœuf grillée. Je sais que vous aimez ça, Emmanuel. J'ai même trouvé des saveurs étonnantes, salsa mangue et cappuccino, des chips au cappuccino. Alors je vous rassure, elles n'existent pas encore en France, mais ça existe. Ça ne saurait peut-être pas tarder malheureusement. Bon, alors, qu'est-ce qui m'embête dans ces chips? C'est que si on tourne, ne serait-ce que là, celle au jambon de pays, on tourne, on va regarder ce qu'il y a dedans dans la liste des ingrédients. Alors, on a des pommes de terre, de l'huile, du sel, jusque-là, tout va bien, les classiques. Et il va y avoir une base aromatisante qui est arôme naturel. Ah oui, arôme naturel. Paprika fumé en poudre, poivron rouge, paprika en poudre. Exactement. Donc pas de viande du tout. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a de la viande, mais il n'y en a pas. Donc les personnes ont peut-être inconsciemment l'impression de manger quelque chose qui contient des protéines, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui est dingue et ce qui est fou, c'est que finalement, si vous êtes végétarien, vous pouvez en manger. Alors. Bah oui, puisqu'il n'y a pas de viande, tout simplement. Mais donc, quand il y a écrit, par exemple, jambon braisé ou je ne sais quoi sur un truc dans lequel il n'y a pas de viande, on se fait un petit peu tromper, non? Un petit peu, finalement, les industriels, ils produisent ce goût, une saveur en laboratoire, bien sûr. Ils ont un savoir-faire pour se rapprocher du goût braisé, rôti. C'est une sorte d'imitation. Sachez quand même que quand vous voyez écrit fumé, ils ont quand même utilisé du vrai bois, c'est déjà ça. Attention, j'ai dit tout à l'heure que les végétariens pouvaient en manger. Il y a quand même des chips aromatisés au poulet, par exemple, qui contiennent de la viande. Donc il faut regarder, on fait quand même super attention. Mais finalement, à part cette petite truc de marketing pas forcément très agréable, qui nous trompe un petit peu sur la marchandise, mais bon voilà, il y a d'autres problèmes? Mais oui, alors parlons santé pure. J'ai la chance, les deux paquets qu'on a ici en plateau ne contiennent pas le glutamate de sodium dont je vais vous parler. C'est un exhausteur de goût, c'est ce qui fait qu'on a envie d'en manger encore et encore. C'est un additif qui est mauvais pour la santé, il peut provoquer des troubles visuels, des maux de tête, des nausées, l'accélération du rythme cardiaque. Super. Sans parler du gras et du sel des chips. Donc les deux cumulés, c'est pas terrible. Moralité, si vous achetez des chips au supermarché, c'est mieux de les prendre nature. Il n'y aura pas de glutamate monosodique. Mais moi, je les préfère aromatisés. Eh bien, vous les faites maison, Emmanuel. Mais oui, vous savez faire ça? Pas du tout. Eh bien, je vous explique. C'est très facile, c'est économique. Vous prenez 3-4 pommes de terre, vous les coupez finement à la mandoline, 2-3 mm d'épaisseur. Allez, hop, c'est fait. Vous mélangez une cuillère à soupe d'huile, de cassonade, de paprika, un petit peu d'ail, faites selon vos goûts, effectivement. Vous mettez tout ça, un peu de sel, de poivre, vous mettez bien à plat sur une plaque, 180 degrés au four, vous retournez à mi-cuisson et ça y est, vous avez vos chips. Mais génial! Vous pouvez faire à différentes saveurs. Et ça, elles sont saines. Et elles sont saines. Là, je peux en manger 10 kilos si j'ai envie. Pas 10 kilos parce que c'est quand même toujours un peu plus gras, mais beaucoup moins gras que ça. Donc peut-être pas 10 kilos, mais plus régulièrement. Bon, écoutez, et pourtant vous nous avez amené des trucs, il y a marqué derrière que c'est un peu écolo, le goût de bien faire. Non, c'est pas les pires que j'ai emmenés. J'ai pas emmené les pires, effectivement. Si vous les reconnaissez, on a caché la marque, mais si vous les reconnaissez, c'est pas les pires. Mais sinon, on les fait soi-même. Merci beaucoup, chère Sandra, pour ces pique-niques de printemps arrivent. C'était quand même assez un peu important. On va en manger des chips. Merci beaucoup et merci aussi à toute l'équipe de l'émission au maquillage Julie Horner, Marine Plantec qui est en régie et qui a préparé l'émission, et en régie est avec au son Michael Fristo et Angèle Jean-Rivera à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.